Voilà, merci de nous rejoindre dans ce énième numéro de votre magazine Face à l'actualité. Nous y sommes pour décrypter les différents titres parus ici en République démocratique du Congo. L'actualité politique, ça bouillonne, vous le savez, à plus de 570 jours de l'échéance légale de la convocation des élections générales. La feuille de route publiée par la CENI présente une matrice de contraintes en plusieurs points, constitue de choix délibérés susceptibles de compliquer la tenue effectif des élections en 2023 selon le groupe de 13 parlementaires qui recommande à la CENI et au gouvernement de veiller surtout en ce qui concerne le financement des élections. Et puis en rapport avec la modification de la constitution, l'UDPS qui opte alors que l'opposition, notamment au niveau de l'envol de Délice Sanga, l'on crie à la violation de certains droits. On en parle ce soir avec Antoine Makai, notre invité, analyste politique et communicateur de l'Union sacrée de la Nation. Antoine Makai, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel. Ça fait un bail. Oui, nous sommes venus parce qu'il y a des communications à faire et il y a certaines questions les plus importantes quand vous parlez vous-même de l'élection, de la révision de la Constitution et l'actualité en général du pays. Antoine Makai, élection 2023, la date 2023, c'est délai-là. L'élection 2023, c'est Oui. sacré. Le chef de l'État, c'est un homme intègre et honnête, que personne ne peut douter. Entre utopie et promesse. Non, il n'y a rien d'utopie, il n'y a rien de promesse, il n'y a rien de réaliste. Déjà, avec l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, ça a été reporté, décalé de Non, 30 jours. vous savez, il y a un problème quelque chose. Il y a la politique électorale et il y a l'administration de la CENI. Les chefs de l'État donnent la vision, la politique générale de la nation, mais l'exécution appartient à l'organe qu'on appelle CENI qui est indépendante. J'ai avec vous ici dans vos émissions décrié que la CENI doit être dépolitisée et la manière de dépolitiser, un des principes de la CENI, c'est la stabilité de l'institution. Du fait qu'à chaque élection, nous démettons l'équipe pour mettre la nouvelle équipe, vous voyez qu'on ramasse les gens politiquement, même la société civile ou quoi, on ne compte pas l'expertise. Vous ne pouvez pas me dire que les gens qui sont là, qui sont membres de bureau, membres politiques, ou les 7 qui siègent là, ce sont des experts. Maintenant, ils viennent apprendre auprès du secrétariat. Vous voyez ça? Le chef qui coordonne apprend d'abord le premier. Et c'est ce qui crée que les problèmes techniques se posent à tout le niveau. Même Nanga qui était dedans là, Nanga ne pouvait pas travailler seul parce qu'il avait une équipe de 6 qui les suivait. Donc il fallait d'abord faire convaincre tout le monde, il fallait passer une vision. Le vrai problème dans notre pays est qu'il fallait faire une institution électorale comme une administration permanente. Et cette administration permanente où on fait carrière dans l'organisation des élections allait même diminuer autant de débats qu'on a toujours, à la fois le mandat politique, à la fois le mandat de la CENI. Et à chaque législative, la révision de la loi électorale. À chaque législative, la révision des modalités de la gestion ou de la pratique. Jusqu'à présent, là, on ne sait même pas les critères sera en un tour ou en deux tours. On ne sait même pas si ce sera l'élection des groupes, c'est regroupé, si on va rentrer dans les seuils. Vous trouvez qu'à chaque époque de l'élection... Il y a des innovations. Non, on rentre d'abord dans les mêmes schémas, on crée les mêmes difficultés, on cherche les mêmes solutions et on débat et on crie. La première des choses pour dépolitiser la CENI, il faut les rendre comme une institution administrative. Vous voyez comme l'IGF fait là. C'est une administration. Vous voyez, c'est un corps. L'inspectorat, c'est un corps. Il fallait créer un corps électoral. Il fallait rôder les gens qui travaillent selon une vision et qui ne sont pas liés au mandat politique des uns et des autres. Si on veut résoudre ces problèmes, parce que là, le Didier Manard et les autres, tout le monde là qu'on a ramassé, sont des politiques. Ils ne connaissent rien des normes. Mais à quoi auraient servi les réformes, Antoine Makai, à quoi auraient servi les réformes entamées, amorcées il y a peu avec la loi organique sur la CENI? Mais c'est ce que je viens de dire. Mais c'est Lionel, avec vous, je parlais de cette loi ici. Avant, pendant et après. C'était qu'un jeu de l'Union sacrée de la nation. Non, ce n'est pas un jeu de l'Union sacrée de la nation. C'est un jeu politique de la politique congolaise. L'Union sacrée n'est pas le seul acteur dans ça. Non, on dit que l'Assemblée nationale est dominée sur le plan le poids parlementaire. Il y a un problème. Moi, je suis politologue. Nous parlons du systémisme. Il y a un système qui est installé depuis 2005, 2006. C'est tout un système-là qu'il faut à tout moment changer l'équipe de la CENI parce que la politique, il faut changer la loi du fonctionnement de la CENI. C'est ce qu'il faut changer. Il faut stabiliser l'institution CENI.
L'institution CENI, autant au moment que chaque législative doit chercher des acteurs, chaque équipe politique doit chercher des acteurs, nous avons nous-mêmes fait une loi qui n'est pas adaptée aux réalités. Ces gens ne sont pas rodés. Ceux qui sont rodés doivent partir pour les intérêts des uns et des autres. Alors, ils partent en chômage. Ceux qu'on recrute de nouveau sont collectés selon les affinités et les affinités. Et ils viennent avec la tête vide. On va prendre les Britanniques, on va prendre les Allemands, on va prendre les Français, on va prendre les Namibiens, on va prendre les experts de tout le domaine. Mais sachez qu'un chef n'apprend pas au bureau. Il vient exécuter. Alors, il va laisser son parsec, il va laisser son conseiller apprendre ça. Lui rentre à la maison. Mais demain matin, c'est lui qui doit décider. C'est comme ça le problème que nous avons. Nous devons avoir une école, une institution STEMI qui est stabilisée, qui reforme, qui encadre les gens et que ces gens font carrière, que de le faire une opportunité de se faire des millionnaires. Parce qu'aujourd'hui, être parmi les 7 membres de la CENI, c'est devenir millionnaire dans 2 jours. Même un député a envie d'aller à la CENI. Même un ministre a envie d'aller à la CENI. C'est rare qu'un cadre de l'Union sacrée dite ainsi. Moi, je suis accéder à la CENI, c'est devenir riche, oui. Être riche. Oui. Moi, je vous ai toujours dit, je ne suis pas dans les couleurs de politique pour défendre ce qui n'est pas défendable. Au fond de moi, il y a les Congo. Dans ma vision politique, il y a la patrie. Et dans mon visage, il n'y a que la République. Je n'ai pas besoin de faire un charlatan des individus ou des systèmes. Je suis dans l'union sacrée, je soutiens 100% le président. Mais Antoine Makaï. Et je défends l'intérêt de l'union sacrée, mais je suis congolais, c'est ma patrie. Lorsque vous évoquez toutes ces propositions que la CENI devrait avoir, vous ne voyez pas qu'avec la CENI actuelle, le format actuel, on rencontrerait les mêmes difficultés rencontrées en 2011, en 2018 et en 2006. Mais les difficultés sont là. Est-ce qu'on raconterait... Parce que les difficultés sont déjà là. Oui. Le ministère de l'Intérieur, la justice a déjà mis à la disposition de la CENI la liste des postes vacants dans les provinces. Nous organisons une élection de second degré qui ne coûte pas assez et qui est une élection qui peut se faire même dans 1 heure du temps. La CENI prend tout le temps qu'elle prend, sans tenir compte des réalités, des difficultés de l'administration de ces provinces. Imaginez qu'on a une institution d'appui à la démocratie, comme nous aimons l'appeler. C'est ça, l'institution d'appui à la démocratie. Et à l'absence de gouverneur élu, il n'y a pas la démocratie. Mais la CENI fait la marche des tortues pour institutionnaliser la démocratie dont elle a pour mission de valider. Mais ça devient cacophonie. Je crois que la CENI serait plus rapide même que le gouvernement. Parce qu'il trouvera l'intérêt de garder les institutions. Quand on a des gouverneurs inexistants, parce que les AILA, c'est quand vous trouvez dans une province où vous avez un gouvernement intérimaire, comment on va faire les dits budgétaires? Parce que la personne connaît qui parle. Vous connaissez la morale des politiciens. Vous voyez, et la CENI ne peut pas dormir. La CENI pouvait bousculer le gouvernement. Mais maintenant, c'est le gouvernement qui bouscule la CENI. C'est ce qui devient cacophonie. Mais pourquoi? Est-ce que le membre installé là, il débat encore, ce n'est pas le travail qu'il doit faire, mais il défend encore leur installation, leurs indemnités, leurs véhicules, leur équipe de travail. Est-ce que c'est ça? Il ne parle pas encore comment défendre la démocratie, comment appuyer la démocratie maintenant. Je ne suis pas encore. La feuille de route là, quant au gouvernement de mettre à la disposition de cette institution d'appui à la démocratie de moyens pour organiser ces opérations électorales. La feuille de route ne peut venir que quand le ministre Kazadi a rappelé, parce que pour qu'on vous finance, il faut quand même y ait un programme, il y ait un calendrier d'activité. Vous commencez à demander l'argent comme un enfant qui demande, comme un enfant qui demande de boire son papa le matin. Aujourd'hui, la CENI avait programmé dans sa feuille de route l'élection des gouverneurs. Le 6 dernier, oui. Ça a été reporté, décalé de 30 jours. De 30 jours. Oui. Ce n'est pas la faute à la CENI, c'est la faute au gouvernement qui doit doter à cette institution de moyens, hormis les moyens des fonctionnements, le moyen pour organiser toutes ces opérations bien avant, dans le délai. Et on vous a dit que le gouvernement n'a pas disposition de ce moyen. Et pour ce moyen, il faut 30 jours. Vous avez suivi Kadima? Non, Kadima a parlé. Vous avez aussi suivi le ministre des Finances.
Et moi, je fais confiance au gouvernement. Et je sens l'effort du gouvernement et je sens les soucis du chef de l'État de voir les nouveaux gouverneurs élus. Parce que vous vous oubliez qu'il y a quelque chose que les gens oublient. Un gouverneur au Congo est élu pour un mandat de 5 ans. On n'a pas dit que quand il est élu à la fin du mandat, il doit faire. Mais le gouverneur ici, ça, moi je dis, la violation de la loi dans notre pays, elle devient institutionnalisée. La loi n'a pas dit que pendant un mandat, quand un gouverneur est élu pour deuxième fois, troisième fois, on a dit que le gouverneur est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais si les gouverneurs ici, qui seront élus ici à Mans, on arrive à 2023, à 2024, on a besoin d'élire les gouverneurs. Mais si Brad ça, il part devant le Conseil d'État, vous trouvez que ça peut ouvrir aussi un autre débat? Parce que la loi prévoit l'élection des gouverneurs pour 5 ans. Ce n'est pas lié à la magistrat. On n'a pas dit pour une législation. Ce n'est pas pour une législation. On dit que le gouverneur est élu pour mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il est élu à Mans 2022. Vous voulez qu'en janvier 2024 ou en février 2024, il démissionne. Il a fait quoi? Il a démérité. Pourquoi? On est tenté de déphaser nos propres institutions parce qu'on est trop lent, on a fait ceci. Deuxième chose, que je réintère et je fais débat. Je suis aussi fort dans la liste qui a été présentée par le ministère de l'Intérieur. La manière dont ces élections doivent se dérouler. L'élection de Kinshasa. J'ai dit faux. Notre système électoral prévoit l'élection de liste. L'élection de liste est couplée. Il n'y a pas eu voix pour Gobila, il n'y a pas eu voix pour l'ancien vice-gouverneur, comment il s'appelle encore, de Kinshasa. Le monsieur qui a été éjecté par l'Assemblée provinciale. Oui. Il n'y a pas, dans notre système électoral, il n'y a pas voix pour Fifi Mafika, il n'y a pas voix pour Mouyej. L'élection de liste, on subit la liste. S'il y a 13 voix, ces 13 voix sont la confiance qu'on a donnée au gouverneur. Au couple, gouverneur et vice-gouverneur. Et en réalité, dans la politique, c'est le gouverneur qui fait campagne. Le gouverneur est comme la tête de la machine et le vice-gouverneur est le wagon, tiré par le gouverneur. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que nous retirons confiance à Néron Mbungu et on laisse Gobila. Alors que dans la loi actuelle, le vice-gouverneur n'est responsable à rien. Il remplace le gouverneur juste à son cas d'empêchement. Toute la loi responsabilise le gouverneur de tous les actes. Même les actes qu'il commet illégalement ou anarchiquement, le vice-gouverneur, c'est lui qui endosse, c'est le gouverneur. Aucune loi. Ce qui est parti et ce qui est acquis, ça c'est la haute anarchie qu'on ne peut pas tolérer. Même s'il va à l'encontre de la loi. Maintenant, Gobila aura un vice-gouverneur qui n'est pas dans la liste. Parce qu'il faut être couple. L'injection du vice-gouverneur injecte les gouverneurs. Le gouverneur doit être de nouveaux candidats pour faire les coupes. On ne peut pas avoir un candidat vice-gouverneur dans ce pays, dans nos lois qui existent. C'est de l'anarchie. On ne peut pas conseiller... Donc, Antoine Makaï, si je comprends bien, l'éjection de Néron Mbungu devrait automatiquement entraîner l'éjection de Jean-Philippe Gobila. C'est déjà... Parce que Néron Mbungu n'est pas responsable. C'est le gouverneur qui est responsable dans la loi. Vous voyez ça? Tout acte qu'il commet, il est couvert par les gouverneurs. Quand il y a les couples ne sait plus marcher parce que les couples ont gagné confiance ensemble, c'est le couple qui est en difficulté. C'est le gouverneur qui n'a pas si géré son couple. Et c'est ce couple qui doit tomber. Qui doit tomber. S'il veut le renouveler, le gouverneur n'est pas interdit de repostuler. Il peut revenir comme candidat avec une autre. Et si vous voulez renouveler confiance à lui, même Néron Mbungu peut devenir candidat. Alors c'est pour cette raison, je dis ce qu'il y a à Kinshasa, c'est archi faux. Ce qui s'est passé au Congo central. Mais c'est également le même cas dans le Lualaba aussi. Oui. Non, j'arrive au Congo central. Qui est le problème du Congo central? Atou ou l'OM? Qui est nu à la télévision? Il faut rappeler les choses qui ont commencé. Où? C'est le vice-gouverneur. Mais comment dans un État nous combattons? Moi, je suis un combattant de longue date. Nous combattons sur les valeurs et non sur les anti-valeurs. Comment on peut tolérer qu'un vice-gouverneur qui a montré sa bassesse de l'immoralité publique, saisi par les services de l'État, DEMIAP, c'est les services de l'État. Donc c'est l'État congolais lui-même qui a été
témoin et transféré à la justice. Mais c'est lui-là qui mérite de diriger la province. Ça a été monté. Ça a non. été monté de toutes pièces, Je vous savez, dis, par la dame qui travaillait au gouvernorat. La dame qui était proche du gouverneur. Attends, monter de toutes pièces quoi? Les libidos là, vous ne savez pas gérer, vous dites qu'on a monté. On a monté l'amour. Donc la dame, on a à son âge là, et tout en étant responsable d'une province, et vous dites, on m'a monté sale affaire de femmes, de sexe, et on a réussi, mais tu es incapable de gérer même ta maison. Mais ça c'est démissionner de soi. On doit avoir honte de soi-même. Quand vous parlez certaines choses ici, votre propre personnalité, il faut réfléchir. On m'a monté les coups de me pousser à aimer une femme. Et on m'a préparé à l'inviter chez moi. Et jusqu'à la femme a été poussée à séduire l'homme, le monsieur, le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur, dans ses responsabilités, est appelé à contacter les femmes du matin au soir et pendant tout. Vous avez suivi le témoignage? Dira tout au long de son mandat. Mais quand tu dis que la femme m'a séduit, je n'étais pas content. Mais il ne peut pas gérer les femmes. Et la province n'a plus de femmes que des hommes. Mais c'est irresponsable. On ne peut même pas attendre ça. Et on vous a séduit. Et pourquoi tu es tombé? Et on t'a trouvé à quel état? L'esprit est disposé, la chair est faible. Non. Les responsabilités, il devait être loin, mais devait être lui-même un homme honnête de démissionner le matin là. Et il y aura la paix. Et je crois que dans toutes les provinces, et partout, ça ne va pas. Donc je crois que l'élection du gouverneur demande encore mieux et une question. Je rentre encore sur la question du chef de l'État. Est-ce qu'il ne faut pas changer le mode électoral du gouverneur? Je suis d'accord avec lui. Que les modes électoraux des gouverneurs semblent bons. Mais moi je dis, attaque politologue et un chercheur en droit, en politique publique, au Congo, à l'état où nous sommes, je doute encore de l'élection des gouverneurs. Je doute encore. S'il faut la révision de la Constitution, il faut que le gouverneur soit nommé. On rentre dans... On faut éliminer les gouvernements provinciaux. Le gouverneur soit nommé, la nomination de gouverneur. Vous savez on ne risque pas de violer la Constitution, Antoine Makala. C'est pourquoi la révision de la Constitution semble impératif. Et on peut rien. Quel est le mode de l'élection de gouverneurs et leurs vices qui vous serait très important? Parce que la décentralisation... Qui éviterait tout ce qu'on a vécu, nomination, départ d'autres... Il y a deux choses qu'on a lancées au même moment chez nous. La décentralisation et les démembrements. Les démembrements n'est pas lié à la décentralisation. On peut démembrer les entités et on n'est pas dans les structures de la décentralisation. La décentralisation, on l'a essayé. Mais je crois que ça a du mal à décoller. Nous tous, nous l'avons défendu. Mais 10 ans passés, on doit être sincère avec nous-mêmes. 15 ans passés, on doit être sincère avec nous-mêmes. Une province qui produit à peine 70 000 dollars par mois. 10 ministres, gouverneurs, vice-gouverneurs. Et chacun dans son cabinet à 15 personnes. Il faut nourrir l'Assemblée provinciale. Dans les ETD, ils vont envoyer quoi? Et les fonctionnaires, les autres seront primés avec quoi? Absolument rien. Il faut recourir au gouvernement central. Et le gouvernement central commence à payer les députés provinciaux, envoyer même les frais pour la vie des ministres. Comment quelqu'un s'appellerait ministre? Les gros mots ministre, il a 700 000 francs congolais à la fin du mois. Un conseiller du ministre qui fait 2 mois impayé, alors on le paye en réalité à peine 300 000 francs congolais. Ministre provincial ou national? Provincial. On le paye à peine 300 000 francs congolais, ça 50 dollars. Quelle est la valeur, quelle est la richesse, quel est le travail qu'il va produire? Non, il y a quelque chose qu'on doit se dire la vérité. Au moins, beaucoup de gens sont ici à Kinshasa, ils n'entrent pas dans la réalité de la gestion de province. C'est le gouverneur et le vice-gouverneur qui se retrouvent, et quelques ministres, par exemple, sectoriels. Mais il y a d'autres ministères là qu'on a jeté quelqu'un, on vous parle que celui-ci c'est un ministre provincial, il a du mal à s'acheter un vélo neuf. Donc la décentralisation est aussi très tôt. Moi, je crois qu'on doit continuer avec le démembrement, qui est une bonne chose pour parce qu'ici, dans les 26 provinces, on a 26 gouverneurs, on a de ministres provinciaux, je vous dis par exemple, des assemblées provinciales. Une province a produit 70 000 dollars américains par mois. Il a un gouverneur
Il a des vice-gouverneurs. Il y a un gouvernement provincial. Tu vois ça? Oui. Il a et parce que dans ce système-là, la majorité de l'effectif du gouvernorat sont les administratifs. Et les administratifs, dans l'ancien système, les administratifs sont payés par l'État, ils sont juste primés par la province. Et dans le cabinet, il a par exemple 5 à 6 conseillers. Il a une petite équipe. Au lieu d'avoir parfois 300 agents, on a moins de 30 agents. Les coûts diminuent. Et aussi quand on est dans ce qu'on appelle la déconcentration, parce qu'il y a décentralisation qui est la délégation du pouvoir et la déconcentration qui est les transferts du pouvoir. Quand le gouverneur se sent que le pouvoir qu'il a, il a été transféré par le gouvernement central, il ne joue pas avec cet argent. Parce que quand passeront les inspecteurs, quand passeront les services, ils vont contrôler sévèrement l'argent. Mais maintenant, avec la décentralisation, c'est lui le gestionnaire numéro 1. Il y crée les taxes et il les gère. En réalité, c'est son argent. C'est comme ça que nos gouverneurs fonctionnent. L'expression de la territoriale qu'on a installée, qu'on a créée, qui est très bon service dans toutes les nations, sauf en RDC, on l'a émietté depuis le ministère de l'Intérieur, on l'a étouffé par tous les politiques et les gouverneurs n'auront. Les inspecteurs provinciaux n'ont pas accès à contrôler le gouvernement provincial. Alors que normalement, les inspecteurs provinciaux devaient contrôler. Même aujourd'hui, s'ils contrôlent, comme le gouverneur, c'est un patron, c'est un gestionnaire, comme un délégué élu par quoi? Il amène ses rapports à le ministère, on va avec ses rapports où? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme de les suspendre. Il n'y a pas de mécanisme de quoi? À part l'Assemblée provinciale qui peut jouer la carte. L'Assemblée provinciale, les conventions avec les gouverneurs aujourd'hui, et que beaucoup de gouverneurs qui durent longtemps, il doit trouver les bureaux de l'Assemblée provinciale à son compte, il gère les fonds, il se partage avec le président de l'Assemblée, c'est ce qui s'est passé même ici à Kinshasa. Donc, on se partage les réseaux. Oh, fais-moi couler celui-ci, fais-moi couler ces ministres, moi je te donne les postes, tu remplaces ton ministre, et c'est comme ça. Et dans ces jeux-là, la démocratie ou le développement du pays n'aura pas décollé. Si le président de la République rentre dans les 145 territoires pour les projets de la base, alors que nous oublions que les villes ne sont pas inclus dans ces programmes, parce que ce sont des entités décentralisées. Les chefs-lieux de province ne sont pas inclus. Comment la décentralisation, ça va donner des effets? Non, ça sera comme des taches d'huile. On a développé à Leuza. Mais Antoine Makaï, que faut-il ici faire pour éviter tout ce jeu dont vous venez de citer ici? C'est ce que moi je dis. Il faut d'abord... La politique de chercher à évincer cette personne, moi je vais vous... Il faut... J'ai dit en 2023, il faut supprimer l'Assemblée provinciale. Il faut supprimer l'élection des gouverneurs. Si nous voulons développer les Congo, on supprime les assemblées provinciales. Il faut supprimer. Les assemblées provinciales n'est qu'un problème. Et des édits provinciaux? Qui les vote? Qui les vote? Dans quelle province? Il n'y a que des édits de conflit. Vous avez entendu que l'Assemblée provinciale siège s'il y a un problème de société. Nous sommes ici à Kinshasa. Qui a combien d'édits? Ces entités territoriales décentralisées seront butées à plusieurs problèmes. Ils voudront toujours recourir au gouvernement central pour certains textes. Et pourtant, s'ils sont dotés d'une assemblée provinciale, ça sera conséquent. Monsieur Lionel, quitte Kinshasa. Je vais commencer par toi avec ça. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ici, depuis Kimbuta jusqu'à aujourd'hui, répond à quoi au problème des Kinois? Dis-moi un seul problème des Kinois. On a crié Zandu ici, où en sommes-nous? Les projets sont en cours. Non, où en sommes-nous? Le projet est en cours. Est en cours à l'Assemblée provinciale. Vous avez dit, vous avez une décision. Kinbopeto. Nous avons vu même le président de l'Assemblée descendre. Qui évalue? On a quitté Kinbopeto, on commence par Bopeto. On quitte la ville tout entière, on commence par une commune. On devait commencer par une commune pour aller à la ville. Mais Antoine Makaï, alors où est l'Assemblée? Vous êtes expert en décentralisation aussi, dans le domaine de la décentralisation. La ville de Kinshasa, la ville, c'est une entité territoriale décentralisée. Total. Lorsque vous parlez de Kinshasa-Bopeto, vous parlez de plusieurs projets. Qui est censé assurer le contrôle de tout ce projet? La ville de Kinshasa est gérée par M. Gobi, la gouverneure de la ville. Aujourd'hui, totalement gouverneur de la ville. Parce que la perception, même les taxes sur tout ce qui est de la propriété, quoi, il est 100% dans sa gestion. Je dis, comment on peut être négligent de tout ce qui peut même vous enrichir, même si vous voulez vous enrichir? Tout le monde connaît avec l'avènement de Mouzé ici. Quand il a dit devant chaque parcelle, il y a un responsable. Allez devant la parcelle où nous sommes ici, allez mettre la table, vous trouverez que le responsable va sortir pour vous faire payer quelque chose. Ce n'est pas ça, avant que la carte de la commune vous vienne.
C'est-à-dire quoi? La personne ne reconnaît que c'est chez lui, mais pourquoi il doit laisser la saleté qui est devant cette parcelle? Quand c'est la saleté dans les caniveaux, il dit les caniveaux de l'État. Mais quand vous placez avec la table, mais c'est l'irresponsabilité de l'État de poursuivre tous ces gens-là. Vous voyez ça? Devant ta parcelle, chacun de nous doit être responsable. Même l'hygiène de contrôler les WC dans les parcelles. On est incapable, les bourgmestres deviennent incapables. Ça n'existe plus. Deviennent incapables de contrôler ça. Mais c'est beaucoup d'argent qu'on ramènerait à la caisse de l'État. La salubrité elle-même peut produire des millions d'argent. Non, mais je pose comme question, Antoine Makaï. On a au niveau de la ville, on a le gouverneur. Au niveau de une commune, c'est aussi une entité territoriale décentralisée. On a les bourgmestres, ils ont des adjoints, il y a plusieurs autorités communales. Mais qui est censé assurer le contrôle de tout cela? Mais c'est le gouverneur. C'est comme s'ils sont exclus de tout contrôle. Alors, vous avez vu comment on ne peut pas contrôler, jeter un œil sur eux. C'est pourquoi je dis, si les gouverneurs de province avaient un pouvoir de délégation, ce que j'appelle délégation, transfert de pouvoir, hein, ils se sentent comme un commissionné du gouvernement central. Ils travailleraient beaucoup avec sérénité par le ministère de l'Intérieur et tous les services du ministère de l'Intérieur, comme je dis l'expression, quand ils descendent, ils tremblent. Mais maintenant, le gouverneur est élu. Le gouverneur, son pouvoir émane de l'Assemblée provinciale. Vous pouvez venir du ministère de l'Intérieur, tout ce que vous écrivez, vous parlez là, il s'en fout de vous, il fait la main comme ça. Il s'en fout de vous. La réalité est que nos députés, excusez le terme, n'étaient pas objectifs. Depuis les élections 2006 aujourd'hui. Vous pouvez me parler, vous êtes quinois, vous êtes journaliste. Commençons par la vie de Kinshasa. Quelle est la vision politique du gouverneur que nous avions élu? Personne ne connaît. Mais il est gouverneur. Comment il est allé? Parce qu'il a rendre Kinshasa non, là. Comment nous pouvons donner une ville phare à une personne qui ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il fera de Kinshasa? Il devait commencer même pendant la campagne les maquettes. Que deviendra la commune de Selimbao? Que deviendra la commune de Lemba? Que deviendra dans les temps? Comment j'ai calculé? Je vais commencer par ici. Où on va trouver le moyen? C'est ce qu'on doit prouver. Quel est le discours de la campagne? Mais avant de voir Ngobila aussi, ce commune-là, les personnes qui le gèrent, comment gère le budget? Qui gère les non, comment ils gèrent leur budget d'abord? Mais c'est pourquoi je vous dis, le problème c'est à la tête. Qui gère les gouverneurs, les bourgmestres? C'est le gouverneur. Qui les démet ici? Vous les voyez, il les met, il les refait comme il veut. Est-ce qu'il le gère? Parce que une commune aussi, c'est une entité qui est autonome, qui jouit de son autonomie aussi en matière de gestion. L'autonomie, elle est là, mais elle est conditionnée. Parce qu'il faut d'abord être élu. Les gouverneurs, les bourgmestres ne sont pas élus. Ça bloque. Il est mandaté parce qu'il est nommé. Toute autorité nommée est mandatée. C'est Ngobila qui te dit va à la commune de Kinshasa. Tu vas t'opposer de lui. Demain, il te retire. Alors l'autonomie est déjà conditionnée. Je crois que la question est claire. Sur les provinces, il faut réfléchir encore. Comme je vous avais parlé sur le gouvernement, il fallait réfléchir. Pour les provinces, il faut beaucoup réfléchir. Si on veut le développement du Congo. Nous sommes allés au-delà de notre sujet. Hein. On a quitté l'affaire électorale pour aller vers la décentralisation. Et revenons sur les élections, Antoine Makaï. Est-ce qu'il est possible d'avoir des élections dans les délais légaux avec toutes les contraintes présentées par le président de la CENI? Vous imaginez? Le pasteur Ngoï avait commencé le travail au mois de mars. Il y a eu l'élection en 2001 au mois de novembre. Quel modèle d'élection? Des élections critiquées, des élections... Il n'y a jamais eu des élections non critiquées dans ce pays. Parce que le problème des critiques électorales dans notre pays, il est déjà préparé avant. Les acteurs politiques congolais n'acceptent jamais l'échec, même quand ils connaissent avant que quand je vais postuler, je vais échouer. Vous voyez, quelqu'un comme nous sommes aujourd'hui, il sait qu'en 2023, je vais postuler et je vais échouer. Alors, c'est à partir d'aujourd'hui qu'il commence à parler de la tricherie. Non, c'est un peu trop, c'est un peu trop, c'est un peu trop. Quelqu'un qui vous dit la tricherie sans apporter les éléments, sans apporter quoi, et ça se vient comme un credo. On le chante, on a triché. On a triché quoi? Il faut prouver. Mais lorsque la centrale électorale n'a pas été en mesure de publier ce résultat bureau de vote par bureau de vote, c'est c'est ça aussi quelque chose qui... Non, le problème aussi c'est la responsabilité des candidats. Chaque candidat a droit à un témoin à chaque bureau. Mais toi, les candidats, si lui n'a pas donné, toi, donne-nous si tu l'en as. Ces témoins lors du dépouillement, ils sont présents lors du dépouillement? Non. Ces témoins ont été présents lors de ce dépouillement?
Les résultats sont quand? Les résultats, c'est la nuit. Quand on arrive le matin, là, les témoins sont déjà partis avec les résultats. Tout ce qu'on fait, la compilation, là, les témoins de chaque parti politique a déjà. Non, mais pourquoi la centrale électorale n'a pas été en mesure de, je vais vous donner un exemple. De faciliter cette tâche-là, Antoine Makaï? Je vais vous donner un exemple. On fait la compilation en 2018, après les élections. Hein? La compilation commence. 3 jours avant la publication, l'état-major de l'IDPS prépare la fête. Vous partez chez la Mouka jusqu'à les jours là le matin, hein? Les gens parlaient que de la tricherie, vous ne pouvez pas. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Parce que l'état-major de l'IDPS avait des témoins partout. L'état-major de l'IDPS a ses résultats. Il dit, j'ai gagné les élections. L'autre dit, non, nous allons voir. Mais donnez-nous les fichiers. Nous préparons la fête parce que nous avons... Oh, ils sont partis faire les accords. Oh, on a parlé de ceci. Mais il y a un accord entre la MONUSCO, l'ancien président et les présidents dans les déserts. On a mis M. Fayoulou d'être candidat président. Il vient de la Mouka. Mais M. Fayoulou ne s'est pas contenté de préparer les techniques. Il s'est contenté des grands meetings. Tu es arrivé à Kisangani, tu as fait les grands meetings, tu as laissé qui? Qui va descendre dans les territoires? Qui va descendre dans les secteurs? Qui va descendre dans les localités? Qui va être dans chaque bureau de vote? Alors quand il criait... Mais il y avait aussi les témoins de l'Église catholique. Les observateurs. Les observateurs qui étaient déployés dans pas mal des provinces. Ils étaient des observateurs. Vous savez que le problème se pose à quel niveau? Qu'est-ce que la loi prévoit si la mission d'un observateur qui n'est pas dans le témoin? Un observateur, quelle est sa mission? C'est de publier les résultats ou de dire ce qu'il a vu. De dire ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu. Oui. Ou les dire et comment les dire. Il faut avoir un document. Vous pouvez me dire que vous partez aujourd'hui à la Sénéco ou dans les archives de la Sénéco, vous avez un document documenté de l'observation des élections. Il n'en existe pas. Un observateur attitré, un observateur, c'est une formation. Quand vous venez, vous documentez et vous donnez à qui des droits? La société civile, les autres. Mais vous ne pouvez pas faire des déclarations, vous ne pouvez pas prendre une position politique. À tel territoire, nous avons fait ceci, nous avons collecté les documents et là. Chacun qui veut se nourrir de ce que nous avions fait. Vous voyez, Human Watts et les autres, comment ils font? La Senko aurait dit avoir détenir ces preuves, toutes ces preuves. J'ai dit, vous voyez, Human Watts, comment il fait? Quand on mène les enquêtes, on les documente, on le met quelque part et accessible aux gens. Mais vous ne pouvez pas vous prendre une position de faire des déclarations. L'observateur écrit, dépose les documents et il cherche la contradiction par un autre document. Vous dites qu'avant la publication des élections, l'UDPS était déjà en position festive. Pas semblé. Oui, il était déjà en position festive. On était sûr. Parce que l'UDPS était sûr. Oui, on était dans le terrain. Oui, d'après le témoin déployé sur terrain. Oui. L'Église catholique, pourtant, avait aussi des observateurs déployés sur l'ensemble du territoire national. Oui. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi la Senko a eu un bon moment à contester l'actuel chef de l'État? La Senko le mode par lequel il serait élu. La Senko a contesté les chefs de l'État, a contesté ceci. Moi, je suis chrétien, je n'aime pas entrer dans ces débats, mais ce n'est pas ça la mission d'un observateur. Je dis haut et fort. C'est parce que il a eu des observateurs sur terrain qui ont observé, qui ont donné des rapports au niveau central aussi. Il donne un rapport à qui? À celui qui l'a envoyé. Qui a envoyé l'observation? C'est la Senko. Et la Senko a son secrétariat. La Senko documente et archive. On ne peut pas faire des déclarations quand on ne peut pas servir même à cette opposition l'espassement des documents. Ils sont partis à la Senko matin, midi et soir. Ils n'ont jamais eu un document. Ce n'est pas la lecture d'un mémo. Il faut avoir un document. À territoire tel, à tel bureau, vous avez eu autant de voix. Voilà la preuve. La territoire tel, on fait documenter et on laisse quelque part. Même les enquêtes du parquet, c'est comme ça qu'on fait. On ne peut pas faire une déclaration. Ce sont des positions. Nous sommes dans un état de droit, il faut vous assurer. Dans d'autres pays, on arrêterait beaucoup de gens. Tu as dit ça, on t'appelle, le procureur t'appelle le soir.
Parce que Samy le fait dans la nation. Oh, mais il a affirmé haut et fort de tenir des preuves par rapport à cela. On ne dit pas que je détiens tant qu'on n'est pas un acteur politique. Vous êtes un acteur de la société civile. Vous ne pouvez que déposer et au lecteur d'en découvrir. C'est ça le rôle de la société civile. Si on civile. déposait au pouvoir, on dirait que c'est faux. Les faux se contredit à faux par écriture. Je vais te donner un exemple. En 2004. Le pouvoir dirait que c'est faux. En 2014. C'est monté de toutes je vais vous donner comment on réagit en scientifique. En 2014, le professeur Bouchab écrit entre la révision de la Constitution et l'aliénation de la nation. Donc si on ne révise pas la Constitution pour prolonger les mandats de Kabila, il y aurait une nation de la nation. Et on fait beaucoup et on le nomme ministre de l'Intérieur pour aller garder son quoi. Moi, j'achète son livre. Je ne suis pas un juriste, moi, je suis un politologue. Je prends le temps de les lire dans une semaine et j'avais tout lu, j'avais compris. Je vois des constitutionnalistes que je connais. Je dis, prof, il n'a pas raison. On débat. Je rentre dans ma bibliothèque. Je fais un petit livre. Touche pas mon savant. J'ai ramené toutes ces idées, je les ai contredites. Je dis, bon, tu peux réviser la Constitution, mais l'article D20 était sacro-saint. Et je savais que si on ne touche pas à l'article D20, ils n'ont guère de cause pour la révision de la Constitution. Dans 3 mois, son livre a été inapte et personne ne l'achète aujourd'hui. Qui vous trouvez que la Sénco devait déposer un document et l'autre lit et contredit. Le document, c'est de contredit par un document. Moi, quand je fais touche pas mon D20, Martin Fayoulou, Kamere, il serait contredit par le pouvoir. Ils ont pris mon livre, ils ont commencé à faire campagne touche pas mon D20 parce qu'ils ont lu le livre et ils étaient un peu embarrassés. Je dis non, écoute, il faut lire attentivement. Parfois, on lit avec émotion. Les documents, quand on veut servir sa nation, il faut écrire. Mais maintenant, on va nous dire à 2016. Mais c'est le mal de vous. En 2006, on a triché. En 2011, on a triché. En 2018, on a triché. Mais les enfants qui grandissent, comment ils sauront ça? Ils vont aller dans le YouTube pour aller dire la déclaration d'un tel prêtre ou d'un tel évêque ou d'un tel politicien. Non, il faut archiver. Il faut documenter. On a triché à quel niveau? Parce que vous savez que les élections, on les triche en aval ou en amont. C'est difficile de tricher les élections pendant les élections. Mais c'est le mal à votre niveau, Antoine Macaille, intellectuel qui vous êtes le pouvoir, dans certains états-majors proches du pouvoir. Vous regardez les choses sous l'œil analytique. Bon, vous semble. On l'a vu avec les réformes proposées par Lutundu là, et des réformes menées au niveau de l'Assemblée nationale. On a vu des juristes de l'Union sacrée de la nation qui proposent de choses en faveur de l'Union sacrée de la nation, en faveur de leur famille politique. C'est aussi le mal de l'intellectuel congolais qui oriente, qui va au-delà, en fait, qui essaye de désorienter la science au détriment de sa couleur politique. Non, ils ne font pas la science au détriment de sa couleur politique, mais nous, les systèmes politiques africains et alors congolais, qui est mal parti pour chercher des solutions. Ailleurs, aux États-Unis, en Europe, où nous voulons emboîter, quand on veut des solutions durables, on ne les confie pas aux politiciens. On les étudie dans les chaires, dans les instituts de recherche, où les gens sont totalement indépendants des postes et ils ne rêvent pas à occuper ces postes. Ils vont faire l'analyse objective et le faire. Un politicien, quand il vous fait une loi, c'est pour qu'il se retrouve. C'est le calcul. C'est un investissement qu'il fait de sa tête. N'attendez pas qu'un parlementaire vous donne une loi sur la notion de l'élection. Moi, j'ai dit haut et fort, donner à une institution comme nous avons par exemple le CEP Congo, qui est le centre d'études politiques au Congo, qui est à l'UNIKIN. Nous avons une chaire d'études politiques aussi à Lubumbashi et à Kisangani. Je vous dis que ce sont des études finées qui sont là, qui les lit. Allez confier même en dehors de votre pays, vous pouvez chercher des experts où les gens vont analyser la question sans passion. Ce n'est pas avec l'idée de revenir à occuper ce poste toujours. Mais chaque politicien, député qu'il soit ou quoi, il parle à une loi qui se retrouve. C'est un investissement. C'est comme un marketeur. Quand il vous propose son produit, c'est pour que vous l'achetez pour qu'on le paye. Il doit chercher à vous convaincre que vous achetez parce que c'est votre argent qui sera payé. De la même façon, un parlementaire, quelle que soit sa bonne voix, quelle que soit son intelligence, il doit se retrouver dans l'œuvre qu'il a initiée. Donc, c'est ce qui conditionne que dans le pays syriens, dans les États qui marchent, et c'est que nous devons emboîter les centres d'études. C'est là où il faut trouver les solutions. Si vous voulez un problème de santé, allez à la faculté de médecine à l'UNIKIN, allez à Lubumbashi.
vous trouverez une bonne solution. Si vous voulez un problème d'un produit pharmaceutique, allez à la pharmacie, allez chercher ces choses. Si vous voulez un problème de communication, allez à l'IFASIC. Les enseignants là, ils n'ont pas d'avoir quelqu'un de devenir ministre ou directeur du cabinet. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour la valeur de leur université. Vous voyez les États-Unis avec les Harvard et les universités. Il y a des études, comme vous dites, les études venues de Harvard. C'est tout le monde qui a foi, opposition, majorité, républicain, démocrate. Parce qu'on dit sans passion. Même un politicien qui se trouvera dans les camps de l'institution là, il n'amènera pas sa politique là. Là, on va parler de l'Amérique. De la même façon, nous voulons des études sérieuses et construites pour l'efficacité de notre pays, que les études ne soient pas dans les bureaux d'études et des cabinets politiques, que ce soit dans les institutions de recherche. Ce qui est un problème parce que chez nous, la recherche, c'est la contribution zéro. Les politiques bloquent tout. Parce que les systèmes d'enseignement aussi qui laissent à désirer. Les systèmes d'enseignement qui laissent à désirer, mais je ne doute pas de tes qualités. Si tu es un bon journaliste, je ne doute pas qu'on te mettre avec un journaliste britannique et qui ne fera pas mieux. Mais tu as étudié au Congo. Moi, j'ai toujours valorisé ma formation. Les systèmes n'est pas... Vous êtes de cas isolés, Antoine. On n'est pas... Mais toi... J'ai dit, vous êtes de cas isolés. Et vous? Ça peut être pareil. Non. Mon frère, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Il y a ce que nous appelons chez nous en sciences politiques l'alphabétisme de retour. Le manque d'emploi. Ça fait qu'un ami qui a fini avec vous, ça fait 5 ans, qui n'a jamais exercé son journalisme. Vous savez qu'après 5 ans, on oublie tout ce qu'on a appris. Bien sûr. Alors, il se croit licencié en communication, il ne l'est plus. Il a rétro-pédalé. C'est ce qu'on appelle l'alphabétisme de retour. C'est comme ça que ça croit que non, système. Non, si on mettait comme en Europe ou ailleurs, où tout le monde, facilement, il trouve l'emploi, parce que vous savez qu'on se corrige beaucoup en exerçant. Et on améliore les qualités. Si tout le monde était mis en service d'un qu'il a fini, je vous dirais que notre système éducatif répondra à beaucoup de problèmes. Alors, Antoine Makaï, revenons sur la thématique électorale. On parle des élections 2023, même le chef de l'État l'a rassuré, on aura les élections dans le délai. Mais ce que l'on voit, ça laisse à craindre, Antoine Makaï. Est-ce que le contrainte évoqué par la CENI ne risque pas d'embraser cet espoir en rapport avec la tenue de ces échéances dans le délai? Quand je parle des élections, je parle des élections générales. Que l'on ait la présidentielle, les législatives nationales, provinciales, locales, municipales, urbaines et tant d'autres. Nous avons encore presque 20 mois. La rentrée parlementaire, c'est ici les 15. Ça bientôt. Donc les parlementaires chacun va jouer dans la partition, chacun va jouer son rôle. On va bousculer la CENI. La CENI peut poser ses contraintes. Il parle de calendrier, il parle de l'enrôlement, il parle de ceci. Ce sont des réalités qu'on a déjà vécues. Ce n'est pas avec Kadima qu'on commence. On ne se décourage pas. On va se mettre ensemble. On va y travailler. Mais s'il présente ces handicaps et qu'il ne saura pas, la nation ne sera pas bloquée. Il y aura alternative. Ne vous en faites pas. L'abbé Malomal... C'est-à-dire... Attends, Abbé Malomal est mort. C'est quoi l'alternative? Comment Nang est arrivé président de la CENI? C'est quoi l'alternative, Antoine Makaï? Mais quand on est incapable, on fait quoi? On a voulu que l'abbé Malomal nous réorganise les élections. Mais le destin en a prévu autre chose. On n'a pas eu élection? Avec tout ce que l'UDPS, l'Union Sacrée, a fait comme commentaire sur Kadima, sur le curriculum de Kadima. Nous n'avons jamais déifié Kadima. Et on ne l'a jamais dit irremplaçable quoi. Mais nous étions devant un défi. Le défi, c'est quoi? Vous nous avez proposé la première personne, mettez-les à côté, on l'a mis à côté. Vous dites Kadima, ça ne va pas. Le président de la République a donné beaucoup du temps. L'Union Sacrée nous avons donné beaucoup du temps. Donnez-nous l'alternative. Vous ne voulez pas Kadima, mais vous n'avez pas un autre candidat. On fait quoi? Non, ça c'est saboter même l'autorité du chef de l'État. On a laissé, vous savez ça. On a débattu avec vous. Nous, on a attendu. Mais amenez-nous où on ne met pas d'autre, mais démettez Kadima. C'est comme si quelqu'un qui te dit révoque ta femme. Pas d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative. Donc on devait laisser la nation, les temps passent, les temps passent. Donnez-lui la chance. Mais ce n'est pas qu'on a dit que Kadima devient Dieu. Mais vous remplacez Kadima par quoi? Par l'émotion. Nous ne voulons pas, aux confessions religieuses, nous ne voulons pas de ceci. Ok, mais vous voulez quoi? On ne propose rien, mais ne faites pas ça. Quand même,
Dans la relation de parti, il faut savoir respecter l'autre parti. On peut se supposer intelligent, malin ou savant qu'on soit, mais sache que le savant a besoin de l'ignorant pour faire les enfants. Revenons sur la question que je posais tantôt. Ces élections générales, dans le délai, avec toutes ces contraintes évoquées par Kadima. Les élections dans le délai. La politique de la nation définie par le chef de l'État, qui est garant de la nation. Quand vous parlez élection, Antoine Makai, excusez-moi, le politique, vous voyez la présidentielle Parce que la plus grande contrainte et des les élections, législatives c'est le nationales. financement. Oui. La plus grande contrainte des élections, c'est le financement. Le président vous dit, il mettant le paquet à main. Et c'est tout. Municipale, locale, urbaine. Je ne dis pas qu'on verra les tout ensemble. Ça veut dire que le municipal, urbain, local. Mais en décembre 2023, il y aura élection du président de la République, il y aura renouvellement de deux chambres de parlement. Mais pourquoi toujours ces élections locales, municipales, Je viens de faire qui avec restent vous. en dernière Je position? viens de Oui. faire avec Et vous. pourtant, avec la loi sur le ZTD, ces élections devraient être organisées afin Avant. d'éviter tout ce qu'on a comme Je viens de problème. faire. Gouverneur, non, je viens de faire avec bourgmestre vous. aujourd'hui. Nous avions commencé depuis par l'analyse minutieuse de la décentralisation effective. Il faut vous nous poser la question, avec tous les problèmes que vous connaissez dans nos chefs-lieux des secteurs, surtout dans les secteurs, les conflits qui existent dans les villes, amener les élections, ce n'est pas encore embraser les pays. Non, il faut être réaliste, nous sommes au Congo. Est-ce que c'est opportun? Et si nous déplorons la pléthorie qui est dans la province, les élections urbaines vont créer la pléthorie au niveau de la ville. Ça va créer la pléthorie au niveau de la commune jusqu'au niveau des secteurs. Où viendra le moyen de payer de ces gens? Non. Soyons réalistes, ce n'est pas... Mais quand est-ce que, Antoine Makai, quand est-ce que ces entités seront développées et autonomes si on n'organise pas ce scrutin? Qui vous a dit que la décentralisation a développé un pays au monde? Tous les pays qu'on appelle développés, la décentralisation... C'est l'objectif de la décentralisation. La décentralisation... C'est de développer ces entités territoriales décentralisées. Ça, c'est la décentralisation écrite dans les livres. Nous sommes une expérience. Nous sommes en train de vivre une expérience. Nous sommes en train de vivre une expérience. Comment vous voulez encore rêver? Je vous dis que tout l'argent que collecte la province aujourd'hui, c'est les gouvernements provinciaux qui en consomment. La population ne gagne rien. C'est l'Assemblée provinciale qui en gagne. La population ne gagne rien. Cet argent servira à la population beaucoup. Alors, vous voulez qu'on amène le même système au niveau de la commune? Tout ce qu'on compte à la commune, on aura des conseillers municipaux, on aura quoi? Et des parlementaires au niveau là. On aura conseil urbain. On arrive au niveau des chefferies. Et vous allez voir que les gens vont s'entretuer. Vous connaissez la fragilité qui est aujourd'hui dans notre pays. Mais je viens de vous analyser les contextes budgétaires. La première des choses. Deuxième chose, la moralité qui vécut dans notre pays. Est-ce que ça sera ensemble quand chaque groupement devra avoir son élu? Groupement Nabiso et Boïli Kamboana. Et le secteur ne peut plus avancer. Nous sommes dans nos quartiers ici. Oh, notre élu de tel quoi. Vous n'aviez jamais préparé cette élection. Moi, je n'ai pas Le pouvoir en place n'a pas eu le temps de préparer ces élections. Là, je vous parle comme patriote. Il faut m'écouter comme patriote. Si la préparation était faite en amont, Antoine Makai, même dans ce chefferie, on aurait eu les élections. Nous sommes dans un pays où la guerre n'est pas finie. Il ne faut pas nous voiler la face. La guerre au Congo n'est pas finie. Ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient bombardés à Ituri à quoi. La guerre est à Kinshasa, la guerre au Bas-Congo et la guerre à l'Équateur. Vous savez que le système qu'on a installé de la fidèle jusqu'ici en 2018, c'est diviser les Congolais entre eux. Allez dans votre village natal, dans votre territoire, les gens ne sont plus comme on était à la face. Les gens ne se regardent plus en frères. Mais pour pouvoir favoriser, de mettre l'huile dans le feu. On nous a piégés, soyons prudents. Voilà. Merci beaucoup Antoine Makai, analyste politique, communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. C'est ça? Bien sûr. Alors, merci d'avoir participé à notre émission et de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie davantage et j'appelle toute la nation congolaise à vous faire confiance au chef de l'État et à l'Union Sacrée. L'élection en 2023, préparez-vous, préparez les états-majors, ne vous ajoutez pas. S'il y aura des observateurs comme dans d'autres élections, je vous conseille, tous les observateurs, documentez-vous.
ayez des secrétariats permanents où on peut aller consulter. Ce n'est pas l'observateur où chacun avait son téléphone. On n'a pas de base de données. Même aujourd'hui, même si tu es utile pour vérifier ça, on n'en a pas. Allez-y, allez-y. Mais d'abord, allez-y à la Senco. Allez-y à la Senco. On ne peut pas quitter la Allez-y voir le secrétariat de la Senco. Demandez et on vous donnera des résultats. Allez demander si vous aurez. Non, allez-y. Moi, je crois avoir même écrit. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Même si vous êtes prêtre, vous n'aurez rien. Je vous dis, les documents n'existent pas. Les sites internet où on peut récolter. Pourquoi on doit cacher? Ce n'est pas un acte secret. Ça devient le secret de l'Église. Non. Et pourquoi vous le publiez? Je vous dis, je conseille qu'on prépare les secrétariats, qu'on prépare un site internet, qu'on prépare tout pour mettre une base de données. Ça va bien servir la nation. C'est une bonne vocation d'être observateur, mais la meilleure façon de se sauver l'unité nationale. Il faut arrêter avec des discours qui divisent et qui m'ont le fait dans la nation. Parce que c'est difficile d'enquêter. Parce que les jours que les procureurs s'admettront à enquêter ces choses-là, on va dire non, on ne veut pas de la démocratie. Voilà la démocratie, voilà l'état des droits. L'état des droits, c'est laisser les juges comme des chiens aller matraquer tous les animaux à divagation. La population souhaite aussi avoir des élections municipales pour éviter l'affaire des bourgmestres nommés, placés par la population a besoin d'un encadrement. Ce que je parle là, c'est un encadrement de la population. Il faut que la population reste éveillée pour sauver l'unité nationale. Voilà. Merci beaucoup Antoine Makaï d'être passé dans cette émission. Nous vous remercions cette soirée. Et moi qui vous remercie davantage. Voilà. À la prochaine. C'en est fini pour cette émission Face à l'actualité. C'est un plaisir de partager ce plateau avec Antoine Makaï, analyste politique et communicateur de l'Union sacrée de la Nation, avec qui nous avions évoqué tant de questions sur l'actualité. Merci d'être présent devant vos écrans pour suivre cette émission. Le rendez-vous est pris dans le prochain numéro. Audio Jungle.